Donc bonjour à tous, ici Samuel, le marketeur inverse, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Stéphane Amaru, que tout le monde connaît. Écoute, ça va être ma première question déjà. Pourquoi tout le monde te connaît? Non, c'est pas du tout ça ma question. Ma question, ça va tourner autour de la coiffure. On va s'adresser aussi aux entrepreneurs qui veulent se lancer dans le business. On connaît ton parcours. On peut dire qu'aujourd'hui, tu es au succès, au sommet de... Jamais assez, mais voilà, on sait où tu es. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu as connu des échecs déjà pour en arriver là, avant d'en arriver là, et comment tu as pu les surmonter? Je suppose que j'aimerais que tu partages simplement ton expérience, même si tu as des anecdotes à ce sujet. Bah écoute, souvent on te parle de tes réussites, on ne te parle jamais de parler de tes échecs, tu sais. Pourtant, forcément, en toute réussite, il y a beaucoup d'échecs, en réalité. C'est-à-dire que moi, j'étais le dernier de la classe, vraiment. Donc ça a mal commencé pour moi. On m'a toujours dit que je ne serais jamais un coiffeur, mes doigts étaient trop gros pour faire d'écran. Enfin, vraiment, et toute ma famille est coiffeur, tu vois, et même eux, moi, je suis un échec de l'examen, tu vois, un vrai échec. C'est-à-dire que bon... ça n'a jamais pu se passer. Voilà. Même ma famille m'a dit, écoute, la multiplication annule le hasard. C'est ce qui m'a fait partir un peu en Angleterre, parce que j'étais vraiment un échec en France, c'est-à-dire que j'arrivais pas à avoir mon BP, tu vois, j'étais le dernier de la classe, vraiment, et tous les clients me disaient, mais c'est quand que vous montez votre salon, tu vois, c'était vraiment un échec, quoi. Après, comme je n'étais pas diplômé, je me suis mis à faire beaucoup de compétitions pour certainement chercher des diplômes. Et là, tu apprends vraiment à perdre, hein, parce que tu es sûr de gagner, mais alors là, chaque année, où tu en prends une. Donc, ça t'apprend à perdre, mais en même temps, bon, je trouve que perdre peut te faire bien rebondir ou mal rebondir. Mais ça peut te faire bien rebondir si tu ne te laisses pas abattre, si tu n'abandonnes pas, si tu es persévérant. Moi, je suis quelqu'un de persévérant, comme j'ai l'habitude de perdre. Ça me fait rien de perdre. En fait, déjà, j'ai pas d'ego là-dessus. Donc je joue chaque fois et puis à force, tu sais, ils sont obligés de te faire gagner. Tu sais. Donc tu gagnes des trucs, quoi, en fait. Voilà, c'est juste la persévérance. Je pense que... ouais, bon, alors beaucoup de travail. Souvent 7 jours sur 7, vraiment. Mais bon, c'est pas un travail. Moi, c'est un hobby. Je te dis franchement, je suis pas obligé de faire. Vraiment, je fais ce qui me plaît. Et comme ça me plaît beaucoup, je fais pas mal. Je suis un peu hyperactif. Mais tu sais, moi je viens de province, hein, je ne suis pas parisien. Chez moi il fait vachement meilleur qu'ici. Je suis de Toulouse. Du coup, si je suis venu ici, c'est pas pour jouer, je le dis sincèrement. Et souvent j'embauche des gens qui viennent de loin exprès. Parce que je pense quand même que bon, je suis ici pour la mode. Parce que ce qui se fait à Paris, c'est pas ce qui se fait à Toulouse. Passe-partout, mais pas à la même heure, tu vois. Et du coup, moi, Paris pour moi c'est la mode. Il fait pas beau, mais c'est là où il faut que je sois parce que j'ai choisi la mode. Du coup, je suis un opportuniste, c'est-à-dire qu'en fait. S'il y a quelque chose à faire, c'est oui, quoi. S'il y a la télé à faire, je dis oui. Enfin, toujours oui, quoi, en fait. Tu vois, parce que je suis là pour ça, quoi, en fait. Certainement, l'échec m'a appris ça. C'est-à-dire, c'est pas un don, c'est pas tout le monde peut y arriver. C'est beaucoup de travail. Mais c'est d'abord de la passion pour faire beaucoup de travail. C'est-à-dire que si tu n'es pas passionné, tu ne travailles pas beaucoup en fait. Tu ne peux pas faire autant d'heures en fait. Il faut vraiment dépasser cet état-là. Et j'ai la chance de l'avoir dépassé. C'est-à-dire que vraiment ça me plaît ce que je fais. Je ne suis pas le meilleur. Vraiment pas le meilleur et loin de me le dire. J'espère que même mes équipes sont meilleures que moi. Et je le souhaite. Alors je suis un mauvais éducateur. Je ne suis pas bon dans tout. Mais bon, j'essaie de m'adapter à la période. Je suis un vrai 4x4 par contre, c'est-à-dire que je suis capable de faire tout terrain, tu peux me faire manger par terre, tu peux aller dans un super étoile, je peux m'adapter. Je pense que c'est l'échec qui m'a permis d'apprendre ça, parce que quand tu as beaucoup d'échecs, tu es vachement moins bien traité. Donc du coup, à force, tu t'habitues. D'accord, donc dis-moi maintenant... Tu vois que le marché de la coiffure a beaucoup évolué, évidemment. Les consommateurs, on en parlait même hier, sont plus du tout les mêmes. Comment tu définirais ton métier aujourd'hui? Comment tu le définirais tout simplement? Écoute, mon métier a changé, forcément. J'ai choisi ce métier pour l'artistique. Je suis devenu un vendeur. Parce que l'artistique ne fait plus vivre. Le métier a muté, vraiment. Le métier est en pleine transformation. Pas en crise, mais en transformation. Je suis dans cette transformation. Il y a ceux qui ne seront pas assis, ceux qui seront assis. Voilà, ça fait partie des... On a connu ça dans les années 70, on a connu ça. Ça n'a rien à voir avec... C'est périodique, quoi, en fait, tout simplement. Là, c'est une période de changement. Si tu ne changes pas, tu es mort. Donc, je vois mon métier comme... devenir un multispécialiste, plus un spécialiste, c'est-à-dire coupe, shampoing, brushing, bon, ok, mais être meilleur dans beaucoup d'autres domaines,
C'est pour ça qu'on fait de l'afro, tu vois, c'est pour ça qu'on essaie de tourner sur des domaines souvent qui ne sont pas notre domaine en fait. Parce que je pense qu'on doit être multispécialiste. Je suis devenu un vendeur parce que la vente rapporte plus, quoi. Et il faut bien vivre à un moment donné. Et l'art, c'est joli quand tu as des moyens aussi. Tu peux faire ça avec des bouts de ficelle, mais au bout d'un moment, il faut passer à un autre niveau. C'est pour ça que la réalité salon et la réalité artistique, c'est deux choses vraiment différentes. Et je le prends vraiment comme différent. Pour moi, l'artistique, c'est du hobby. Le salon, c'est du business. Bon, en fait, je fais vraiment cette différence. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de salons qui resteront pas. Pourquoi ? Parce que mes parents même, tu vois, c'est des passionnés, c'est des gens qui ont toujours suivi, mais là qui n'arrivent plus à suivre ce nouveau mouvement parce que c'est plus les mêmes codes en fait, tu vois, je veux dire, et c'est normal, finalement c'est la vie qui est comme ça, c'est-à-dire que la jeunesse arrive, ils captent mieux que toi, et à un moment donné, toi ta mode elle s'arrête. On essaie juste de rester le plus longtemps possible, mais ça m'arrivera aussi, comme tout le monde, et quand je vois les jeunes aujourd'hui, tu vois, moi j'en ai 19 ans, franchement, moi à 19 ans, je n'étais pas comme ça, je savais pas parler à un micro, enfin, tu vois, je veux dire, là je vois aujourd'hui, waouh, tu leur apprends un truc, c'est de suite, il n'y a pas d'histoire, là, et je vois les vieux quand même, c'est plus compliqué, quoi, tu vois. Et, tu crois que, je sais que tu fais aussi beaucoup de formations, est-ce que les gens te suivent, tu arrives à les faire changer, ou tu sens que c'est difficile ? Alors là, il faut être persévérant aussi. En fait, c'est comme aujourd'hui, en fait. Les gens zappent tellement vite que du coup, ils vont passer de fleur en fleur. Souvent, ils n'ont pas compris qu'il faut trouver son formateur. Je n'ai pas dit moi, il y en a plein. Trouver celui qui est le plus en phase avec soi-même, avec sa vision, et après rester un peu. C'est comme une femme, ça, en fait. Si tu changes de femme tout le temps, tu n'as pas tout exploré, en fait. C'est la même chose, quoi. Et je pense que l'erreur de la formation aujourd'hui, c'est de faire zapper les gens, en leur donnant des nouveautés, alors qu'ils ne connaissent même pas le passé. Enfin, voilà. Un tas de choses comme ça. En matière de formation, oui, j'y arrive, en transformant ça en ludique, en me prenant pas trop au sérieux, justement, en parlant de beaucoup d'échecs, plus qu'en parlant de réussite. Parce que justement, je pense que les gens commencent à t'écouter à partir du moment où tu es sur le même niveau. Il ne faut pas être sur le podium, je pense. Il faut savoir redescendre. C'est pour ça que l'échec n'est pas un problème à raconter même. Je n'ai aucun souci là-dessus. Et ça rassure les gens d'ailleurs. Se disent, ah, c'est approchable quand même. C'est pas inapprochable. Et pour moi, c'est que des cheveux. Je pète la nuit, comme tout le monde, tu vois. Je pense qu'il y en a qui sont trop fans de ça. Voilà. Je pense qu'il faut relativiser. Tout le monde peut y arriver. Ça se cultive. Moi, je suis un provincial, on aurait dit, bon, tu vois, que les Parisiens, je sais pas quoi, c'était ce qu'on me disait. C'est pas vrai, hein, tout ça, il faut se déplacer. D'ailleurs, je pense qu'il y a plus de provinciaux à Paris que de Parisiens à Paris. Je crois qu'ils sont en province, d'ailleurs. Je me demande. Et dis-moi, tu parlais aussi donc de le fait que tu es allé en Angleterre. Oui. Cette expérience à l'étranger, il y a beaucoup même d'entrepreneurs qui ont plus la culture soit américaine ou anglo-saxonne. Est-ce que toi tu essayes d'inculquer cette culture en France ? Comment tu vois les choses par rapport à l'esprit français ? Parce qu'il y a un paradoxe, il y a le côté très américain. Alors on va dire que c'est une stratégie un petit peu vraiment inversée par rapport à ce qu'on fait en France dans cette approche. Mais il y a aussi le Made in France, etc. qui est très présent. Comment on jongle entre les deux et quelle est ton approche ? Est-ce qu'elle est plus finalement anglo-saxonne, plus française ? Elle est anglo-latine. Elle est mixée entre l'anglo-saxon, parce que je suis d'éducation anglo-saxonne, je suis resté 17 ans là-bas, je ne peux pas renier, et je ne renierai pas, parce que vraiment, ça m'a beaucoup appris, et ça m'a permis de te parler aujourd'hui, parce que franchement, on ne se parlerait pas peut-être, enfin voilà, donc je cracherai. J'ai beaucoup appris. Néanmoins, la mode a changé, ça a muté aussi, je pense que la mode est devenue européenne, et moins par pays. Je la vois plus anglo-latine que anglo-saxonne. C'est-à-dire, je vois l'anglais, mais l'anglais ne sait traiter finalement que le cheveu raide et fin. Dès que c'est frisé et très épais, là ça pose un problème. Et par contre, nous on a une énorme population là-dedans, et donc du coup, on se devait d'être là-dedans. Après, le système anglo-saxon a pris le dessus pendant pas mal d'années, parce que le système français qui était quand même au-dessus au départ, parce que quand même le Made in France était beaucoup plus reconnu que le Made in England, jusque dans les années 80 on va dire. Et après à partir de 80, là par contre ça s'est inversé. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas su se réinventer. On était des chignonneurs. Et on a continué, parce que ça marchait, on était contents. Sauf qu'on le sait tous, quand ça marche bien, il faut changer. Parce que ça ne marchera plus au bout d'un moment. Et du coup, on est resté là-dedans. Et on s'est fait prendre des places. Les Anglais ont été plus créatifs.
Mais ce qui est drôle, c'est que ça leur arrive exactement pareil aujourd'hui. Ça, c'est drôle. Le tournant est sec, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si tu ne te renouvelles pas, et c'est le problème du succès, ça. Voilà. C'est-à-dire que tu es le succès, donc tu penses que tout va bien, c'est génial, tu restes comme ça, sauf que non. Le succès n'est qu'éphémère, c'est-à-dire que si tu ne sais pas te réinventer dans la mode, t'attends pas, quoi. Je veux dire, donc du coup, c'est chouette là, cette année, mais si je te le représente dans 2 ans, ça va, quoi. On va pas tourner autour du pot. Et c'est le point, et ça, c'est pas facile. Et je pense que le Made in France est actuel aujourd'hui. Je ne l'aurais pas dit il y a 5 ans, je te dis sincèrement. Là, je le dis aujourd'hui parce que je le sens, c'est actuel. Made in France, on reprend ce côté chic et on reprend la coupe. Pas que le chignon, parce qu'on était connus pour ça, mais pas trop en coupe et pas assez encore. Parce que, j'en parlais à Richard justement, juste avant, notre vrai problème en France et à nos artistes, c'est la barrière de la langue. Si je suis anglais, j'écris un livre en anglais, je le vends partout dans le monde. Je suis français, les dom-toms peut-être, et la France, quoi. Voilà. Donc on est quand même limité, c'est dommage, c'est notre langue qui nous empêche. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes en France qui pourraient être reconnus mondialement, parce qu'ils sont très bons, mais qui n'y arriveront pas parce qu'ils ne parlent pas la langue, et donc c'est barrière. Voilà notre gros problème. Donc je pense quand même que la mode est européenne aujourd'hui, américaine pas trop. Tu sais que je travaille pour une marque américaine qui est Redken et le côté américain est très intéressant, je pense plus sur le côté business que sur le côté artistique. Moi j'ai vécu aux États-Unis pendant 2 ans, j'avais l'impression de revenir 10 ans en arrière, ce que je faisais il y a 10 ans, les bons brushing, c'est le volume. Par contre en matière de business, en matière de marketing, il y a quand même une longueur d'avance, soyons honnêtes. Et le fait d'aller en Angleterre, ce que ça m'a appris par rapport à la France quand je suis parti, c'est de transformer mon métier qui était artisan, je suis un artisan toujours, mais avec un système de multinationale. C'est-à-dire en fait d'arriver à mettre en place, si tu veux, des plans de carrière, des choses beaucoup plus élaborées pour l'humain qui allait travailler et de vraiment prendre conscience que le premier client c'était celui que je payais et pas celui qui payait. Intéressant, tu peux peut-être nous parler un petit peu de Didact, ta marque. Quels sont les concepts que tu mets en place? Est-ce que tu as des choses innovantes à nous présenter? Comment un petit peu, quelle est ta façon de travailler aussi, même avec tes collaborateurs au sein de l'entreprise Didact? Écoute, Didact, tu sais, quand j'ai arrêté chez Tony Guy, on était nombreux à Paris, on était 270 sur 6 salons. Je ne sais pas si tu vois le truc. Pour les fumer, j'allais fumer dans les toilettes, tu vois, pour pas être emmerdé par quelqu'un. Chaque fois que j'étais libre, j'étais toujours emmerdé, les vacances. Je suis parti de là, écoute, j'ai revendu, parce que moi je suis pas un franchiseur, alors je suis pas bon dans tout. Autant je sais bien créer avec une épée de bois, autant quand il commence à y avoir de l'argent, ça commence à m'emmerder, parce qu'on commence à embaucher des gens inutiles, tu vois, avec l'argent. Et à plus faire les choses. J'aime bien le début, tu vois. Après, quand ça commence à marcher, ça commence... la reproduction, je ne suis pas bon là-dedans. Je me connais, je connais mes cycles. Donc, je ne perds jamais la foi parce que je sais m'en aller avant. Pour Tony & Guy, par exemple, moi j'avais une mission, c'était de l'implanter en France. L'émission, je l'ai faite. Après, dupliquer le truc, ça c'est moins ma mission. Je suis parti et je me suis juré de ne plus jamais monter un salon parce que finalement, tout seul, j'avais bien me démerder. La vie est bien faite. En fait, avec le temps, les mauvais souvenirs s'envolent, il ne reste que les bons. Ça, c'est très important de savoir, je l'ai réalisé là. Et puis, tu sais, après, je me suis dit, je vais faire que d'éducation. Je pouvais vraiment survivre avec l'éducation, sans problème. Et à un moment donné, je me suis senti quand même très gêné d'éduquer des gens comment faire l'amour, mais ne pas avoir de femme. J'étais un consultant. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que tu fasses un salon laboratoire, de façon à crédibiliser ce que j'enseigne. C'est-à-dire que si ça marche chez moi, bon, je peux te l'enseigner, on va pas se poser des questions. Maintenant, c'est vrai que je ne vais pas t'enseigner un truc si ça ne marche pas chez moi, quoi. Pour que Didact marche, parce que quand elle a monté le salon, on ne pouvait pas le monter comme il y a 15 ans, tu comprends bien, il a fallu quand même faire autre chose, parce qu'il y a 15 ans, il suffisait d'avoir des belles images, tu étais un peu doué en piquetage, là, voilà, ça se suffisait. Les gens ne savaient pas trop faire d'images, tout ça. Bon, après 15 ans, les gens quand même deviennent meilleurs, si tu veux, donc l'image ne suffit plus, quoi. Bien couper les cheveux, c'est bien, mais ça ne suffit plus non plus. Donc du coup, il fallait trouver autre chose. Il fallait trouver quelque chose qui allait... La seule mission que nous avions, c'était de faire venir des journalistes, tu comprends, on est à Paris, on va en profiter, quoi. Pas con, quand même. Donc, pour faire venir les journalistes, je leur dis, mon salon est joli, je suis sympa, je coupe bien les cheveux, bon. Il en monte un par semaine, ils ne vont pas venir me voir pour ça. Alors, ils font beau lieu, c'est vrai, on a mis longtemps à le chercher, c'est pas évident, parce qu'une fois que tu l'as trouvé, c'est comme une femme, tu vois, c'est fini, tu peux t'en séparer, c'est raté, voilà, donc il faut faire bien attention. Et puis après, on a commencé à réfléchir à
à finalement connaître mieux la nouvelle génération pour mieux appliquer les recettes qui ne pouvaient pas marcher sur l'ancienne génération. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait perdu tous nos chignons quand même, alors qu'on était les rois, plus personne ne venait en faire, qu'il y avait plein de choses qu'on ne vendait plus. Et on s'est posé la question pourquoi certainement parce que la clientèle avait changé. Et c'est vrai, la clientèle a changé. En fait, on a cherché à savoir comment on allait pouvoir toucher les jeunes, parce que nous, on pense que les jeunes nous attirent les vieilles, voilà, et pas les vieilles nous attirent les jeunes. Donc, voilà, on ne s'est donc pas occupé trop des vieilles, je le dis franchement. Et ma grand-mère me le dit toujours, ma grand-mère a toujours envie, pourquoi vous ne mettez pas des photos de femmes plus âgées? Comment t'expliquer? Voilà. Donc du coup, on s'est basé sur les jeunes, et on s'est rendu compte que les jeunes ne fonctionnaient que par émotion. De l'achat, ils pouvaient le faire, ils pouvaient acheter cher, mais il faut que ce soit émotionnel. Il fallait que ça soit quelque chose qui les fasse triper. Ce qu'on faisait avant était sympa, mais c'était pas tripant, quoi. C'était traditionnel, on va dire. Donc il a fallu changer le salon traditionnel et le rendre plus tripant et essayer de théâtraliser un peu mieux cette histoire. On a su changer, hein. On s'est remis en costard alors qu'on était des toughers, on était les premiers à enlever les uniformes, chez Tony & Guy d'ailleurs, les DJ et tout ça. Aujourd'hui, bon, 15 ans sont passés, on n'est plus du tout pareil, on a su changer, on s'est rhabillé parce que tout le monde est déshabillé. Les DJ pour nous c'est terminé parce que voilà, quand c'est fait, c'est fait. On serait plutôt avec les pianistes aujourd'hui qu'avec le DJ, on a peut-être vieilli mais bon, c'est plus le concept en fait. Et en fait, je vois mon métier évoluer encore. Je pense que le marketing va tout faire. Il va falloir, comme je te disais, être multispécialiste. Alors là, ça en fait partie, on ne nous l'a jamais appris, mais il va falloir être très fort en marketing, en réputation, il va falloir être doué dans des domaines qu'on ne connaissait pas. Mais il va falloir le faire vite. Merci. Donc Didacte, c'est construit en même temps par l'expérience au fur et à mesure. C'est pas un concept que tu t'es dit tiens, bon voilà, je l'ai élaboré avant et tout d'un coup je le mets dans un lieu et je vois comment ça marche. Ça s'est construit aussi avec l'expérience client en même temps. Quelques plans quand même. Oui, bien sûr. Tout petit peu. Mais c'est toujours intéressant de le construire justement en même temps parce que des fois on peut pas tout prévoir à l'avance. Et si on n'a jamais les retours clients, souvent aussi ça peut être des projets qui sont voués à l'échec ou des erreurs de stratégie. Ou le contraire. En fait, ce qui est dommage chez l'entrepreneur, alors moi je suis un inverse avec ça, je suis un peu inconscient. Hein. Je pense plus, et si ça marchait trop, que si ça marchait pas. Tu vois, beaucoup vont se dire, mais si ça marche pas, comment je vais faire? Alors moi, c'est un truc que je ne pense même pas. Moi, mon problème, c'est comment je vais faire quand ça va trop marcher. Parce que c'est autant emmerdant quand tu as trop de monde, quand tu n'en as pas assez. Bon, c'est vrai que c'est plus à l'aise quand on a trop, mais tu peux vite finir sans monde en ayant trop de monde. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand tu as beaucoup de monde, il faut une organisation parfaite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien d'avoir plein de monde, d'être complet, tout ça. Sauf que bon, il faut que la réceptionniste soit prête, il faut que les assistants soient là, il faut que toute une armée se mette en place. Chaque fois que je vais ajouter quelqu'un, c'est une dizaine de personnes de clients qu'on a en plus qui vont venir. Sauf que 10 personnes de plus dans le salon, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est les serviettes, c'est le shampoing, c'est les assistants, c'est les réceptionnistes 10 de plus. Enfin, c'est tout un truc. Donc en fait, ça s'est construit, on était 3, donc tout petit, hein. Et bien sûr on a grossi, on a monté une société avec le moins d'argent possible. On voulait juste voir jusqu'où on pouvait aller en mettant si peu. C'est drôle, hein. Mais ça n'a pas été facile. Hein. Ça oblige à optimiser aussi tous les niveaux, toutes les choses. Ça oblige, tu sais quoi, à relever ses manches et y aller, quoi. Et ça, je pense, quand tu en es là, tu déploies tellement d'énergie pour ça, tellement il faut que ça marche, il n'y a pas de choix de toute façon. Et quand tu commences à avoir des réceptionnistes, le loyer, ça, laisse tomber, tu n'as plus le choix, il faut y aller là. Tu vois, je veux dire, après, l'expérience fait quand même la chose. Je pense que je suis meilleur que chez Tony & Guy, là, parce que le temps est passé. On a beaucoup plus de presse que quand on était chez Tony & Guy, tu vois, alors que quand même, Tony & Guy, c'était pas rien non plus. Mais je pense qu'on est meilleur parce que, bon, je connais mieux, je fais quand même des erreurs hein, encore, hein, des luminaires, enfin tu vois, je m'étais promis de ne pas refaire la même erreur, je la refais, mais quand même, dans l'expérience humaine, on est meilleur. Et finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une question d'expérience humaine. Être bon coiffeur, c'est facile, franchement, c'est ton savoir-être qui nous importe plus, parce que couper les cheveux, moi je te l'apprends. Après, si t'es con, hein. Je peux rien faire de plus, quoi. Et on achèterait un con. Très bien, et dis-moi pour toi, quelles sont les caractéristiques qu'il faut à quelqu'un, un entrepreneur, pour réussir vraiment, en quelques mots. Il faut avoir dépassé la passion et être dans le hobby, vraiment, parce que ça ne suffira pas la passion pour ça, il va falloir aller plus haut que ça. Il va falloir être... bon, moi, ma formule de l'entrepreneuriat, c'est un maximum d'inconscience avec beaucoup de confiance en soi. Il va falloir être inconscient, parce que si tu réfléchis trop, tu feras rien en fait.
Mais il faut être confiant en soi quand même aussi, parce que l'inconscience sans confiance, c'est la folie quoi en fait. Mais c'est cette limite-là qu'on cherche de l'entrepreneur. Je pense que tout le monde n'est plus capable d'être entrepreneur. Je pense que c'est une grave erreur de fabriquer autant d'entrepreneurs aujourd'hui. C'est une vraie bêtise, c'est les envoyer à l'échafaud, sans comprendre la complexité du travail qui n'a rien à voir d'il y a 50 ans. Avant, il suffisait d'être bon coiffeur, aller sur le papier, le crayon, voilà, c'était au nez. Là aujourd'hui, je déconseille absolument d'entreprendre trop tôt. D'ailleurs, écoute, c'est un peu comme quand on fait des enfants. Avant, on faisait des enfants à 20 ans, maintenant, on ne les fait plus à 20 ans. Enfin, on conseille de vivre un peu. C'est la même chose. Je pense que le pays commet une grave erreur, c'est de fabriquer de l'entrepreneur à profusion chaque année, sans avoir aucune conséquence sur l'effet, quoi. Et l'effet désastreux. L'effet désastreux parce que finalement, ça fait des gens frustrés, ça fait des gens qui n'arrivent jamais à grossir, parce qu'on n'a jamais donné l'importance que tu pouvais être très bien un premier second. Tu n'es pas obligé d'être le dernier premier, tu peux être un premier second. Et que tu n'es pas obligé non plus, on n'est pas tous obligés d'être entrepreneur, on n'est pas tous capables de l'être. On n'a pas tous envie non plus de l'être. Par contre, tu peux aussi exister quand même différemment qu'être entrepreneur. Mais en France, on te fait croire non. Si tu n'as pas entrepris, et même le client te le dit, c'est quand vous montez votre salon, c'est presque un échec de ne pas le faire. Moi je l'ai vécu, ça m'a fait partir quoi. Mais enfin, ne poussons pas les gens à monter des salons. Pourquoi ne le poussons pas? Parce qu'il faut en être capable, quoi. Et aujourd'hui, à 20 ans, j'en doute, vraiment. Alors, il y a 50 ans, oui, parce que la concurrence n'était pas la même. Mais aujourd'hui, attention, on est des gens éveillés quand même. La concurrence a changé. Je déconseille de monter un salon trop tôt. Pour moi, personnellement, je suis pour ne surtout pas faire d'examen de brevet. Je suis un échec, hein, donc c'est un peu facile de dire ça. Mais je vais donner quand même ma solution qui marcherait à fond, parce que vraiment, je regrette. Sincèrement, je pense que ce qui manque, c'est un CAP qui soit revalorisé à la méthode anglo-saxonne. Vraiment. Et là, c'est une grave erreur de ne pas les regarder, parce que si je prends un Samsung, si je prends un Tony & Guy, des grosses boîtes qui arrivent à fabriquer des gens quand même, très rapidement quand même, parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils soient commerciaux ces gens-là, et qui arrivent à les faire en très peu de temps, peut-être qu'il faut s'inspirer de ces techniques-là. Ça veut dire que peut-être qu'avec certaines formules, on irait plus vite. Ça, j'en suis certain. Donc déjà en CAP, c'est la réforme. Après le BP, je suis carrément contre. Voilà. Ça pousse les gens à monter l'entreprise. Moi, je suis en Angleterre, il n'y a pas de BP. Et bizarrement, moitié moins d'entrepreneurs. Tiens, c'est intéressant. Même population, moitié moins d'entrepreneurs. Pas de brevet professionnel. Donc on ne pousse pas les gens à se dire, tu vas monter ton salon. Tu peux faire. Donc les gens font carrière. Donc les gens sont plus âgés dans les salons. Alors que là, tu n'as que des minots. Regarde, tu n'as que des minots dans les salons. On se demande ce que deviennent les vieux, d'ailleurs. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent leur salon parce qu'ils pensent que ça va être la Mercedes, je ne sais pas quoi en fait. Et c'est tout un autre enfer qui va se passer. Et en fait, moi je suis pour vraiment, après le CAP, tu passes 10 ans sans chômage, sans arrêt, dans un salon, dans le même salon d'ailleurs, que tu as choisi, celui que tu veux, en continu, 10 ans, et après 10 ans, tu peux réfléchir à monter ton salon, pas avant 10 ans. Donc, d'abord ton CAP, 2-3 ans, 2 ans peut-être, et après, tu enchaînes 10 ans, et après, tu montes ton salon. Ce qui favoriserait moitié moins d'entrepreneurs, 2 fois plus d'embauches, pour tout le monde, parce que c'est un gros problème, voilà. Donc plus d'embauches, et finalement des gens qui seraient préparés à avoir réfléchi un tout petit peu plus qu'à 20 ans, la conséquence de ce que créer et les notes les chèques qu'il faut faire à la fin. Ouais, c'est sûr que l'expérience, de toute façon, ça prime surtout. Et la régularité dans l'expérience. Et la régularité. Parce que je peux avoir je peux avoir une énorme expérience et puis arrêter. Je peux mettre 150%, et c'est ça le problème. 150%, je te montre comme je suis bon, et puis après, moins 10%. Non, ce qu'on veut, c'est finalement le jeune. On le veut à 20, mais on veut que chaque fois ça monte. Je m'en fous qu'il ne soit pas à 100% au début. D'ailleurs, il n'a pas à être à 100%. Il n'y a pas de problème. Nous, on a un rôle là-dedans. 20, 25, 30, 35. Par contre, pas de 100%, 10%, enfin voilà, ce genre de truc. Il faut être régulier dans sa carrière. C'est pas la peine d'aller trop vite. Il faut savoir s'économiser, remporter petite victoire par petite victoire, et petit à petit grandir, quoi, en fait. Et petit à petit, essayer de regarder. Il y a l'artistique, mais c'est la conséquence du business, c'est ça qu'il faut comprendre, ce n'est pas l'inverse. L'artistique ne nous fera pas vivre. J'arrête pas de le dire parce que c'est important, il y en a qui basent que tout là-dessus. Tu peux faire l'artistique. C'est parce que c'est ce qui fait rêver aussi peut-être les jeunes au départ, cet aspect, même le plateau, etc. Mais... Écoute, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Je ne suis pas sûr qu'on ait... Alors, ça va être horrible ce que je vais te dire. Tu le couperas ou tu le couperas pas, je m'en tape. J'en parlerai de toute façon, de toute manière. Je pense que les concours de coiffure posent un énorme problème à la coiffure.
Et je le dis, je vais t'expliquer comment je le dis. C'est qu'aujourd'hui, je suis capable de reconnaître un coiffeur sans savoir qu'il est coiffeur. Ça pose un énorme problème. Ça veut dire qu'il n'est plus connecté du tout avec une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé à disconnecter les gens en leur faisant faire des choses certainement très bien faites, mais tellement laides, tellement horribles. Je veux que les gens y aillent. J'ai pris des photos. C'est le bal des horreurs. C'est le championnat d'Europe, mais c'est le bal des horreurs. Et ça fabrique nos jeunes à ce goût-là. Ça veut dire qu'après, ils sont de toutes les couleurs. Mais pas nos clients. Et là, je pense qu'on fait une énorme erreur. Alors, évidemment, on continue. Je pense que c'est un lobbying. Alors moi, ça tombe bien, je ne suis pas politique, donc je m'en tape. Je le dis parce que je le pense, et je le dirai plus fort encore, que je pense que le concours est une grave erreur. Ou alors, il n'a pas évolué. C'est peut-être certainement ça. Mais montrer ça, mais qui est superbement fait, passer des journées entières sur une nuque que le coiffeur est le seul à voir. Est-ce que c'est ça, finalement, la coiffure? Est-ce que c'est pas un peu jeune, finalement, pour finalement créer dans la tête à ce jeune son goût? Et je me demande si ça finira pas. Alors, je vais le dire, mais franchement, parce que je suis allé voir, parce que ça m'intéresse quand même, parce que je trouve que c'est parfaitement fait, c'est juste un goût de chiotte. C'est une merde parfaitement faite. Pour moi, c'est le bal des horreurs. Et je veux que les gens y aillent voir. Parce que c'est magnifique. Mais qui va vouloir... Enfin, ça fabrique quoi comme goût, toutes ces couleurs-là? Enfin, perroquet. J'ai amené une fois un journaliste public ici. Parce qu'il m'a dit, oh, je suis jamais demandé la coiffure, je peux venir, Stéphane? C'est une journée de glamour, d'accord? Donc pas une tartignole non plus. Et il me dit, oh, ça me ferait plaisir d'être invité, je suis jamais invité, ça, venir voir des coiffeurs. Et quand elle est arrivée là, elle me dit, mais qui c'est tous ces gens? Je dis, c'est les coiffeurs. Mais c'est eux qui font la mode. Elle me dit, mais là, c'est le bal, c'est le carnaval. Et encore, ça a un peu changé. Je trouve que ça s'est un peu réduit. Mais en réalité, là, il est en train de se passer quelque chose, sans qu'on se le réalise, d'horrible, qui casse toute notre jeunesse en leur faisant apprendre un truc, franchement, mais qui fait partie de notre époque. Et je pense que c'est pas ça le futur. Et par contre, je pense que ça aide au mauvais goût, vraiment. Désolé. Là. Mais justement, non, c'est intéressant d'avoir ton expérience par rapport à ça. L'expérience avant comme à l'interview précédente. Je lui dis aussi, je lui dirai aussi. Écoute, tu as le droit de dire ce que tu penses, c'est sur notre chaîne, il n'y a pas de tabou. Non, je ne le couperai pas. Sur notre chaîne, il n'y a pas de tabou. Et c'est ça qui est intéressant, ça sert à rien de faire rêver non plus des fois les personnes si derrière, voilà, c'est l'échec assuré ou s'il n'y a pas d'avenir. Et même pour le monde de la coiffure, voilà, elle a une image à donner. Et comme tu disais, il faut aussi que la coiffure n'a pas eu sa révolution et il faut encore que ça... Voilà, elle a des choses à montrer et c'est peut-être pas ça qu'il faut montrer en priorité. Mais je dis non seulement c'est vraiment pas ça, mais c'est une grave erreur de le montrer. Je pense que vraiment on réalise pas. Je pense que c'est un univers qui s'est créé à part. Moi ça m'emmerde parce que j'ai ma fille qui est coiffeuse. Alors tu vois, elle vient de commencer, elle est dans ce même univers. Alors je peux pas lui dire c'est pas bien, tu vois. Je peux pas lui dire il faut pas passer d'examen. Tu vois, je peux pas me permettre de faire ça parce qu'il faut le faire. C'est vraiment important. Je suis juste désolé. Pour moi c'est de lui faire passer un CAP dans une boîte à CAP, on appelle ça, tu vois ce que je veux dire, comme les boîtes à bac. On est tombé là-dedans finalement aujourd'hui. Quand je vois ce qui est appris, mais vraiment, je pense que c'est une hérésie totale et celui qui met en place ça, je ne sais pas quel salon il a, je ne sais pas quelle équipe il a. Mais alors vraiment, je pense qu'il faudrait prendre un peu de recul là-dessus, mais en tout cas j'en ai pris. Ça m'a fait plaisir. J'ai vu le championnat du monde, c'est encore pire. C'est encore pire, voilà. Alors, c'est horrible, hein. Après, ce qu'il faut aller voir, c'est le salon des champions du monde. Et là, c'est drôle. Là, c'est drôle. Et dis-moi, pour terminer, donc tu parlais aussi justement du futur de la coiffure. Comment tu vois, toi, le futur de la coiffure par rapport aussi bien le métier en lui-même, hein, mais aussi l'évolution des consommateurs quel est ton avis? Comment tu penses que ça va évoluer dans les 5, 10 ans, 20 ans à venir? Je pense que les gens, petit à petit, avec les générations qui arrivent, vont adorer acheter. De plus en plus. Vont se faire encore plus plaisir. Ils seront 2 fois plus exigeants. Voilà. Ça va être beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, on avait plusieurs différences de prix où on pensait que le positionnement changeait l'exigence des gens. Là, on est en train de se dire que est-ce que le moyen de gamme, le haut de gamme, le bas de gamme, est-ce que ça pourrait pas rentrer dans un salon, ça? Est-ce qu'on est obligé de choisir ce positionnement?
Moi, je pense que non. Je pense que c'est une erreur de choisir un positionnement. Pourtant, je suis très positionné, mais je t'assure, moi j'ai choisi un positionnement qui pour moi est le meilleur, mais bon, je ne suis pas sûr, mais si, ça marche quand même, donc ça va être bon, qui est le luxe abordable. Ce n'est pas du luxe, ce n'est pas du moyen de gamme, c'est entre ces deux éléments, et on n'est pas très nombreux à faire ça. Le luxe abordable, c'est... Pourquoi pas le luxe? Le luxe, elles sont trop vieilles. Ça sent le... Et les jeunes ne veulent pas les vieilles. Ça, c'est même pas la peine de passer. Donc du coup, avec mon positionnement, j'attire de la mamie qui en a marre de s'encanailler, tu vois, dans ces trucs de bourgeois, quoi, qui a envie de voir un peu de gens, si tu veux, plus jeunes, qui ont de l'argent à dépenser quand même. Tu vois, voilà. Et donc du coup, ce positionnement, je le conseille. Vraiment, il n'est pas facile à maîtriser. Il faut de la réceptionniste, il faut un service quand même pour faire du luxe abordable. Mais en tout cas, moi je suis persuadé que là aujourd'hui, la montée des prix obligatoire que nos collègues font en bas de gamme, parce qu'on a le même SMIC, donc les mêmes frais, voilà, donc on connaît le chiffre qu'il faut faire. Ils sont obligés d'augmenter, donc ils le font. Et étant obligés d'augmenter, ils sont en train de changer leur concept, forcément, puisque là on parle sur un autre terrain. Aujourd'hui, je pense que, allez, on n'est plus qu'à mon salon, par exemple, mon premier prix, qui est pour nous honnête, équitable, c'est 65 €, shampoing coupe broché. Pour nous, il nous faut 1 heure. On n'a pas réfléchi combien les autres facturaient, on s'est dit combien de temps il nous faut. Et pas, je parle les fesses du voisin, je me suis pas mis à la place de ton porte-monnaie, je me suis dit combien il me faut de temps pour bien accueillir et faire sortir un client. Combien de temps? Bon, le client nous l'a dit, entre 45 minutes apparemment et 1h30 après c'est trop long. Et chacun a sa donnée. Donc on doit l'appliquer à la finance, c'est pour ça qu'on fait 65 €. Ah, c'est notre premier. Aujourd'hui, si je regarde le Jean-Louis David qui est juste derrière moi, Jean-Louis David, Quick Service, je sais quoi, ça s'appelle. En fait, on est à 15 € de différence de notre premier prix aujourd'hui. On n'est plus très loin, n'est-ce pas? Après, je sais pas, hein, le client fera son choix entre l'un ou l'autre, mais petit à petit, on est en train de, voilà, ils sont en train de nous rattraper parce que par obligation. Nous, avec nos prix progressifs, on veut toucher la nana qui n'a pas d'argent, mais qui voudrait venir là quand même, et on veut toucher celle qui a beaucoup d'argent aussi, voilà, qui veut venir là aussi. Et je vois pas pourquoi on pourrait ne pas. C'est ce qu'on a fait. J'ai appris ça en Angleterre, hein, ni plus ni moins. Hein. Ça s'appelle les prix progressifs en fait, en fonction de la personne qui coupe. Et du coup, ça permet d'élargir beaucoup plus le business plutôt que de mettre un prix et attirer un seul type de client. Je suis pas sûr qu'on ait le luxe de choisir là. L'homme, la femme, tout ça là. Moi, ça me fait un peu rire tout ça. Quand je vois des gens investir 3 000 € dans un fauteuil pour faire un homme et qui le facture 15 €, bon là je suis en train de me faire le calcul, combien va-t-il falloir couper de cheveux pour rembourser ce putain de fauteuil? Enfin moi c'est le premier calcul que je fais, quoi, tu vois. Si c'est pas rentable, je vais te dire sincèrement, je vais pas jouer, quoi, hein. Je préfère ne pas le faire que de perdre de l'argent, enfin voilà, parce que les autres le font. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, je te demandais le futur un petit peu de la coiffure, ta vision du futur. Si, non, mais c'est bien. Donc on a parlé du marché, on a parlé un petit peu de l'évolution des consommateurs. Juste pour terminer, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui? Le faire ou pas le faire déjà? Là, c'est embêtant ce que tu me poses comme question. J'ai du mal à conseiller aujourd'hui d'entreprendre. C'est pas une bonne période. Ouais, je pense que c'est pas. Ça sera mieux plus tard, je pense. Là, actuellement, on est en période de décrémage. Beaucoup de mes collègues, très bons en plus, se sont plantés vraiment. J'ai assisté à ça cette année, des vrais échecs de gens très forts. Je me dis, est-ce que c'est le moment d'entreprendre là? Je suis pas sûr en fait. J'ai des salariés qui gagnent certainement mieux leur vie que beaucoup d'entrepreneurs. Je ne sais pas si actuellement il ne faut pas choisir un bon cheval qui est capable de bien payer, donc des systèmes qui sont capables de rémunérer, et malheureusement ça ne sera pas une coupe à 15 €, quoi. Faut être honnête. Je veux dire, si tu veux bien payer les gens, il faut qu'on ait de la marge. Pour qu'on ait de la marge, il faut que ça coûte cher. Je ne peux pas faire autrement, quoi. Je veux dire, je peux faire rêver les gens à dire ça va pas te coûter cher, mais moi je suis obligé de payer quelqu'un, quoi. Et je dois le respecter. Il étudie beaucoup, il s'entraîne tout le temps. Mais justement, est-ce que justement ce modèle qui est en train de changer, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs chaque année qui se mettent de plus en plus à leur compte, est-ce que plus tard chacun ne sera pas à son compte, mais travailler ensemble en réseau, tu vois? Est-ce que ce type de modèle pour toi est une possibilité ou... Je pense que le statut de salarié risque de disparaître.
Voilà, je pense que ce statut-là, ça embauchera de moins en moins, ça je te le dis, parce que l'entrepreneur enfin, je pense que tu l'es, entrepreneur. Hein. Aujourd'hui, je suis là-bas, je travaille pour mon salarié. Le système français, en fait, est injuste. C'est-à-dire qu'en fait, moi je sais que les droits j'étais salarié, donc les droits des salariés, je suis pour, aucun problème ça. Mon problème, c'est les droits de l'entrepreneur. Voilà, ça c'est le problème en France. Si on mettait les droits de l'entrepreneur égaux à celui du salarié, c'est ok pour moi, ça marcherait. Là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que là, l'entrepreneur est vraiment, tu risques tout. Hein. T'es malade, on s'en fout. T'es pas payé, on n'en a rien à branler. Il faut que il faut que tu payes tout le monde et que tu sois excellemment payé. Le mec il peut te quitter, toi tu peux pas le lâcher. Bon là. Et on a failli faire passer une loi. Écoute, moi j'étais à 2 doigts d'aller aux droits de l'homme, hein, carrément, à ce point. Quoi. Je veux dire, la loi sur le burn-out, qui n'est ni plus ni moins que la dépression nerveuse. Quoi. On a changé ce mot. Et on voulait le rendre comme maladie du travail. Comme si le burn-out, le travail était responsable, mais ta vie de merde n'était pas responsable. Enfin, tu vois, je veux dire. Et alors là, on serait tombé dans des abus. Alors, le pire du pire, j'étais prêt à aller voir les droits de l'homme, puisque bien sûr, le burn-out marche si tu es salarié, mais ne marche pas si tu es entrepreneur. Donc quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux... Enfin, c'est carrément les droits de l'homme, là. Ils l'ont pas fait passer, mais je pense qu'actuellement, un truc à faire, pas grand-chose. Ne change pas les droits des salariés, c'est OK. Juste donne les mêmes droits aux entrepreneurs et vous allez voir un peu comment ça va embaucher. Là, le problème, c'est que ça s'arrêtera. Et ça continuera. Les premiers qui vont en pâtir, je vais te dire c'est qui. Ce ne sera pas les CDI encore, ça sera en premier les BP. Ceux-là ne se feront pas embaucher et d'ailleurs, c'est le problème. Ils ne trouvent pas d'emploi. Tiens. Après, ce sera le CDI qui va y passer parce que mes collègues comme Jean-Claude, nos amis franchiseurs, aujourd'hui, ils ont compris l'histoire. Leur but final, ça sera de vendre un maximum de produits et de faire très peu de coiffure. Ça veut dire 10% de coiffure, 90% de vente. Voilà à quoi on se prépare. Donc moins d'embauche, une seule personne maintenant qui est capable de faire tout ça. C'est beaucoup plus rentable. Voilà. Donc du coup, il va y avoir un problème d'embauche beaucoup plus grave. En coiffure, on ne l'avait pas. C'est vrai, personne n'a de problème pour trouver un emploi. On a beaucoup de problèmes pour trouver des embauches, mais on n'a pas de problème pour trouver un emploi. Ça va devenir le problème, j'en suis sûr. Je pense que le statut de salarié, à terme, pas là, révolution avant, enfin, à terme, risque de disparaître vraiment. C'est pas bon signe. Hein. C'est pas bon signe parce que d'abord, je pense que ça fera des micro-entreprises partout, des petites entreprises qui n'embaucheront personne, des micros. Alors oui, on le voit. Alors écoute, là je le vois, j'ai des amis toulousains là, écoute, qui j'étais dubitatif quand même au début, je l'avoue, et bon, là, je suis obligé de dire que c'est peut-être un nouveau concept, qui sont des indépendants et qui veulent rester indépendants, tu sais, salon de 1 ou 2 personnes, ce petit salon, et qui ont décidé de se regrouper. Alors bon, c'est un peu modèle Vive la vie ou je sais pas quoi. Mais enfin, bon, ils ont une 50aine de salons aujourd'hui pour faire baisser les coûts en fait, des fournisseurs. Bon, je trouve que c'est très malin, ça peut peut-être être une solution. J'ai peur sur la pérennité, mais pourquoi pas, hein. Je pense qu'il peut y avoir des nouvelles choses. Je ne suis pas sûr que maintenant, la perte des droits soit si géniale. C'est sûr qu'il y a encore des choses à changer, même sur le plan politique et tout le reste. En tout cas, nous, on continue de faire bouger les choses, de changer les mentalités. Et puis, écoute, je te remercie de cette interview qui était très, très riche en informations. Et puis, nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo, tout simplement. Merci Stéphane. Merci.